Depuis janvier 2025, les États-Unis n'ont pris aucun engagement concernant la livraison d'armes à l'Ukraine. À la fin du mois de juillet, le Pentagone a fait état de ses stocks d'armement et a indiqué que des livraisons supplémentaires à l'étranger épuiseraient les réserves des États-Unis en cas d'attaque. Et ces réserves seraient inférieures à la quantité d'armement que le Congrès a décidé que l'armée, la marine et d'autres forces des États-Unis devraient posséder. Sur la base de ce rapport, la Maison-Blanche a arrêté les livraisons de munitions et d'armement à l'Ukraine, en réponse à la demande de l'Ukraine adressée aux pays européens. Il a été répondu que notre propre niveau de réserve s'est épuisé et est devenu inférieur à ce que nous sommes censés avoir, ce qu'on appelle dans nos entrepôts et nos réserves. L'Ukraine se retrouve dans une situation où elle doit s'asseoir à la table des négociations. Volodymyr Zelensky, son bureau et ses généraux ne souhaitent pas mettre fin à la guerre, mais j'ai peur que dans cette situation, l'Ukraine doive choisir. Perdre encore 1 million de jeunes hommes et femmes, et malgré tout céder à la Russie ses territoires occupés, ou bien arrêter ce massacre dès maintenant. Je ne suis évidemment ni militaire, ni homme politique, mesdames et messieurs, et je ne connais ni le peuple ukrainien, ni ses traditions, ni tout le reste. Mais il est peut-être tout simplement impossible de parvenir à un accord avec Poutine. Ou peut-être que c'est humiliant, ou peut-être autre chose encore. Mais face au fait que maintenant les Ukrainiens vont mourir des dizaines de fois plus vite, face à ce fait, peut-être que l'Ukraine acceptera de négocier. Pendant ce temps, le voisin du nord de l'Ukraine, comme vous l'avez compris, je parle de la Russie pour la 12e fois, eh bien, d'après ce que l'on sait, on a essayé de tuer Zelensky. Poutine lui-même vit dans la peur constante d'un attentat, mais s'il devait être tué, ce ne serait probablement pas par les Ukrainiens, mais par ses plus proches collaborateurs. Je vais en parler, mais c'est vraiment renversant. À propos de l'enquête de la CIA, d'où vient la légende du lien entre Trump et Poutine? Car c'est bien une légende. Nous savons qu'au tout début, pendant la campagne électorale d'Hillary, il cherchait un moyen de détourner l'attention du bouton de réinitialisation. Avec Lavrov, il y avait ce fameux bouton que Madame avait apporté à Moscou, si vous vous souvenez, et aussi sur l'accord nucléaire concernant la vente d'uranium en échange d'une contribution de 50 millions de dollars à la fondation Clinton. C'est-à-dire que les États-Unis vont vous donner quelque chose, et en échange, vous me paierez personnellement. Les services de renseignement ukrainiens ont annoncé avoir déjoué une tentative d'assassinat du président Zelensky par les forces spéciales russes. Les services de renseignement ukrainiens affirment avoir déjoué un complot russe pour assassiner le président Zelensky. Un complot russe visant à enlever et à assassiner le président Volodymyr Zelensky, ainsi que d'autres hauts responsables militaires et politiques. Le complot impliquait le recrutement d'officiers militaires chargés de prendre M. Zelensky en otage, puis de l'assassiner. Zelensky a déclaré qu'en 2022 seulement, il y avait eu au moins 10 tentatives d'attentat contre sa vie. Vladimir Alexandrovitch a indiqué que Vladimir Vladimirovitch en était déjà à sa 12e fois cette année, ou même pas du tout. En fait, je pense que depuis le début de la guerre, il envoie des tueurs à gages pour attenter à la vie de Zelensky et de plusieurs autres personnalités ukrainiennes. Le 23 juin, le journal a rapporté que le président ukrainien Volodymyr Zelensky était la cible d'un complot d'assassinat complexe, impliquant un retraité polonais, un drone dans une valise et un fusil de sniper. Selon les autorités polonaises, cet homme a été arrêté en avril 2024, après avoir tenté de faire passer un drone armé par l'aéroport de Rzeszów-Jasionka, un nœud logistique clé de l'OTAN près de la frontière ukrainienne. Sa mission, selon les affirmations, était coordonnée par les services de renseignement russes et consistait à repérer les déplacements du président et à préparer une attaque. Le suspect, identifié uniquement comme Pavelka, est un citoyen polonais de 60 ans et un ancien militaire avec une longue histoire de convictions pro-soviétiques. Les procureurs affirment qu'il est resté fidèle à l'idéologie de l'Union soviétique même après sa dissolution en 1991 et qu'il a maintenu des liens avec les réseaux de renseignement russes. Au cours des décennies suivantes, il n'a pas agi pour l'argent ou sous la pression. Il croyait en la mission de Poutine de tuer le président ukrainien. Sa mission était de localiser Zelensky, de soutenir l'opération de sniper et de livrer un drone armé pour mener l'attaque.
Son arrestation le 17 avril 2024 a été le fruit d'une opération conjointe du contre-espionnage polonais et du service de sécurité d'Ukraine, Mais ce n'était pas la seule tentative. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les Russes voudraient tuer Zelensky. Pensent-ils vraiment qu'il dirige quelque chose et que cette chose cessera de fonctionner s'il n'est plus là? Ou alors c'est purement symbolique, genre ils ont éliminé dans le repère de l'ennemi l'araignée principale ou quelque chose comme ça, une sorte de bêtise. Mais c'est leur affaire, si bien sûr c'est vrai, et pas des histoires inventées en Ukraine pour la propagande. À la fin du segment, nous essaierons de répondre à la question « Pourquoi ont-ils fait cela ?» Comme je l'ai déjà dit, ce n'était pas la seule tentative. En mai, les colonels ukrainiens Andriy Gouk et Alexandre Tkach ont été arrêtés par le service de sécurité d'Ukraine pour leur participation à un complot du service fédéral de sécurité visant à assassiner le président Zelensky et d'autres hauts responsables ukrainiens. Les deux hommes étaient de garde d'État chargés de la sécurité présidentielle. Selon des rapports de renseignement, ils avaient été recrutés par le service fédéral de sécurité russe avant février 2022. Et ils devaient de recevoir environ 50 000 $ pour mener à bien l'opération, ce qui est une somme étonnamment basse pour l'assassinat d'un président en exercice. Leur mission était de recruter des proches de Zelensky pour organiser une prise d'otage, une opération de sniper et fournir des drones, missiles et explosifs. Un colonel a admis avoir coordonné des attaques de missiles et de drones ciblant Zelensky lors de ses déplacements et à son bureau, ainsi que Kirilo Boudanov et Vassili Maliuk, chef du service de sécurité d'Ukraine. De plus, l'attaque était prévue pour coïncider avec l'investiture de Poutine. Ils ont été arrêtés avant d'exécuter leur plan grâce à l'interception des communications et une surveillance minutieuse. Autrement dit, pour 100 000 $, on peut soudoyer, acheter 2 colonels pour assassiner le président du pays. Soit les colonels sont devenus moins chers, soit il y a quelque chose qui cloche ici. Depuis le début de l'invasion à grande échelle en 2022, plus d'une dizaine de tentatives d'assassinat ont été commises contre Zelensky. Durant les 48 premières heures de la guerre, les forces russes ont essayé de prendre Kiev avec des troupes aéroportées et des groupes de sabotage avant l'invasion principale. L'un des buts annoncés était de capturer ou tuer le président. Comme nous l'avons tous vu, cette tentative et les suivantes ont échoué. Au cours des 2 dernières années, les services de renseignement ukrainiens et occidentaux ont discrètement déjoué tous les complots. Certains étaient convaincants, d'autres gauches. Mais la plupart sont liés aux services spéciaux russes, tels que la direction principale du renseignement, le service fédéral de sécurité, ainsi qu'à des forces irrégulières, dont des agents de Wagner et des paramilitaires tchétchènes. La méthode des Russes a changé. Si l'on en croit ce qu'on nous raconte, l'idée d'éliminer Zelensky a pris une tournure presque obsessionnelle au sein du Kremlin. Comme autrefois, Poutine brûlait du désir de faire arrêter Akhatchvili. Peut-être qu'il voulait le torturer comme Pierre le Grand ou Ivan le Terrible. De la même manière, il semble maintenant qu'il brûle du désir de survivre à Zelensky. Zelensky aurait affirmé qu'il survivrait à une personne plus jeune que lui. Je pense que Poutine, en tant qu'homme rancunier, a décidé de faire exactement cela, si, encore une fois, tout cela est vrai. Les premières opérations militaires comprenaient des missions d'action directe avec des soldats de Wagner et des Kadyrovtsi franchissant la frontière pour tuer Zelensky. Actuellement, les tentatives sont plus subtiles, impliquant de l'espionnage et l'activation d'agents dormants comme Pavelka. Les agents traversent les frontières de l'espace Schengen avec des papiers propres, des drones et des valises, tandis que les cibles sont repérées par des volontaires qui n'ont pas servi dans l'armée depuis des décennies. C'est une plaisanterie, mais la sécurité de Zelensky s'adapte à la menace, comme le prouve sa survie. Son emploi du temps instable, souvent inconnu même de ses proches collaborateurs, est l'une des principales raisons pour lesquelles il a échappé aux tentatives d'assassinat ou d'enlèvement des 2 colonels mentionnés. D'ailleurs, Zelensky s'est-il trouvé un sosie ? Si oui, sa femme est-elle au courant ? Les convois sont redirigés sans préavis. Les fausses apparitions sont monnaie courante. Beaucoup de ces apparitions publiques sont préenregistrées, mais un tel niveau de secret et de vigilance était nécessaire. Autrement dit, là, on peut dire que Zelensky n'est jamais là où il est annoncé. Il est intéressant de noter que la population du pays ne croit plus que l'Ukraine puisse gagner cette guerre. Pourtant, en mars 2025, un sondage a montré que 82% des Ukrainiens continuaient à soutenir la résistance même sans l'aide des États-Unis.
Seuls 23% pensent qu'une victoire militaire totale est possible. Autrement dit, pour parler clairement, nous ne pouvons pas vaincre la Russie, mais nous ne pouvons pas simplement nous rendre. Il semble que personne ne leur ait posé la question. Que penseriez-vous si la guerre prenait fin à condition que l'Est de l'Ukraine revienne aux Russes et que l'Ouest coopère avec les États-Unis ? Mais de plus en plus de personnes préfèrent une résolution négociée du conflit, si cela signifie la fin de l'effusion de sang. Qu'est-ce qui empêche la direction de l'Ukraine de joindre ses efforts à ceux des États-Unis pour mettre fin à la guerre ? Peut-être que Poutine pense que sans Zelensky, l'Ukraine acceptera plus rapidement une partition du territoire et des accords de paix ? Pourquoi Poutine est-il aussi obsédé par l'idée de tuer Zelensky ? Vladimir Poutine a une longue histoire d'élimination des personnes qui le rendent vulnérable. Ce n'est pas un chef d'État ordinaire que nous reconnaîtrions. Son approche du pouvoir a toujours été plus proche du crime organisé que de la gouvernance d'État, tant en Russie que dans les pays limitrophes. La loyauté envers Poutine est récompensée par sa loyauté en retour. Mais trahir sa confiance ou s'opposer à lui mène à l'élimination. Et les opposants ne se rendent pas en silence, on les réduit au silence d'une manière à intimider les autres. Poutine a une longue liste d'ennemis morts et ses méthodes sont brutales. Zelensky est devenu une cible personnelle en refusant de se rendre ou de fuir. Dans les premiers jours de l'invasion, alors que Kiev était attaqué, les services de renseignement américains lui ont proposé de quitter le pays, ce à quoi il a répondu « J'ai besoin de munitions, pas d'une évacuation ». Il est resté avec son peuple, devenant un symbole mondial de la résistance ukrainienne. Et cette décision a fait de lui quelqu'un que Poutine ne pouvait pas ignorer et un homme qu'il fallait briser. Dans les premiers jours de l'invasion, environ 400 mercenaires de Wagner ont été parachutés à Hostomel pour prendre l'aéroport, percer jusqu'à Kiev et éliminer les plus hauts dirigeants ukrainiens. Pendant ce temps, les troupes de Ramzan Kadyrov progressaient depuis le nord pour attaquer la capitale et détruire l'infrastructure de commandement. Il s'agissait de missions de combat non conventionnelles. C'étaient des tentatives d'assassinat visant à renverser le gouvernement ukrainien avant qu'il ne puisse rassembler des alliés et organiser la défense. Et ils se sont approchés dangereusement près. L'état-major de Zelensky l'a barricadé dans le complexe présidentiel, bloquant les portes avec des meubles et armant de fusils tous ceux présents à l'intérieur. Suite au chaos, les forces spéciales russes ont pénétré dans la résidence. Zelensky confirmera plus tard lors d'une interview que des coups de feu ont retenti dans les bureaux présidentiels et que des personnes ont été tuées durant l'affrontement. Mais la garde a résisté et les assaillants n'ont jamais atteint leur but. Les forces ukrainiennes, aidées par des données en temps réel, ont combattu rue par rue, éliminant finalement le groupe Wagner et les Kadyrovtsi, avant qu'ils ne puissent accomplir leur mission. Quelles étaient les informations que nous connaissions ? Et il y avait aussi des choses qui étaient nouvelles pour moi. Un mois plus tard, en mars 2022, un mois plus tard, le renseignement ukrainien a dévoilé 2 autres tentatives d'assassinat à Kiev, soutenues par la Russie. Des forces spéciales tchétchènes ont été envoyées près de Hostomel avec pour mission de capturer Kiev et de tuer Volodymyr Zelensky. Suite à des informations internes, le service de sécurité d'Ukraine et l'armée ukrainienne ont localisé les unités ennemies, déclenchant de violents affrontements. Des centaines de soldats tchétchènes sont morts avant d'atteindre leur objectif. Quasi simultanément, la société militaire privée Redu, appuyée par la direction principale du renseignement, a entamé sa propre mission. Plus de 1000 agents sont entrés dans la région de Kiev dans le but d'éliminer la direction du gouvernement. Mais les forces ukrainiennes, alertées et préparées, leur ont tendu une embuscade. Redu a subi des pertes catastrophiques, perdant 90% de son personnel. En août 2023, le contre-espionnage ukrainien a arrêté une femme agent russe qui opérait secrètement à Mykolaïv. Une ex-employée d'un magasin militaire local suivait secrètement l'itinéraire de Zelensky, photographiant des sites clés comme des entrepôts militaires, des stations de guerre électroniques et les trajets des convois, avant ses visites présidentielles. Le service de sécurité d'Ukraine l'a prise en flagrant délit alors qu'elle s'apprêtait à envoyer des renseignements à son superviseur russe, peut-être dans le but de cibler une frappe aérienne de précision ou une attaque de drone. Les analystes estiment qu'elle agissait sous la direction du service fédéral de sécurité. Des attaques similaires, ainsi qu'un complot en Pologne et la trahison des colonels André Gouk et Alexandre Derkach illustrent la complexité croissante des tentatives d'assassinat contre le président Zelensky. Des opérations simultanées de grande envergure impliquant les Kadyrovtsi, les Tchétchènes et les Wagnerites, plus de 1000 combattants et un groupe de percés.
Des raids armés et des groupes de mercenaires au début de la guerre, à l'activation discrète d'un agent double qui vivait paisiblement en Pologne depuis des décennies, jusqu'à la corruption de membres de l'équipe de sécurité ukrainienne. Les responsables ukrainiens estiment actuellement que Zelensky a survécu à plus de 10 tentatives d'assassinat sérieuses. Ces attaques visent à éliminer le héros ukrainien et transmettre un message. Personne n'est hors de portée de Poutine, même sur une base aérienne de l'OTAN. Elle ne cherche pas à modifier la ligne de front. Je me demande, Hitler a-t-il essayé de tuer Staline? Et inversement, Staline a-t-il essayé de tuer Hitler? Pour être honnête, je ne vois pas l'intérêt de tuer Zelensky, mais peut-être qu'aux yeux de Poutine, c'est un acte symbolique. Et Poutine, bien sûr, est un véritable maniaque. C'est ainsi qu'il voit le monde. Il se venge même lorsque cela n'a aucun sens, sauf pour satisfaire ce sentiment en lui. Cela ne résout aucun problème. Un chef d'État normal se détournerait de cela. Mais les types maniaques, comme Poutine, je ne sais pas comment était Hitler, mais Staline était certainement similaire à cet égard. En 2006, Alexandre Litvinenko a été empoisonné à Londres au polonium. En 2018, Sergei Skripal a survécu à une attaque à l'agent neurotoxique au Royaume-Uni qui a entraîné la mort d'un civil. Alexei Navalny, exposé à des agents chimiques en 2020, a été placé dans des conditions très dures et est mort subitement, quoi que cela veuille dire, dans une prison russe. En 2023, après avoir organisé une rébellion contre le commandement militaire russe, Evgueni Prigojine est mort lorsque son avion a explosé en plein vol. Depuis le début de la guerre, en Ukraine, en 2022, il y a eu des défenestrations. Plus de 230 Russes, dont des hommes d'affaires, des fonctionnaires, des journalistes et des critiques, sont morts dans des circonstances mystérieuses. Un nombre étonnant d'entre eux ont été victimes de chutes soudaines ou d'incidents accidentels impliquant des fenêtres. Par exemple, au début du mois de septembre 2022, Ravil Maganov, président de Lukoil, est mort après une chute d'une fenêtre d'hôpital peu après la visite de Poutine dans le même établissement. Les autorités ont qualifié la mort de Pavel Antov, député et l'un des hommes politiques régionaux les plus riches, de suicide après qu'il soit tombé d'une fenêtre d'hôtel en Inde un mois plus tard. Sa mort a été officiellement reconnue comme un accident, mais elle a été précédée d'un message critiquant les actions russes en Ukraine. Tout récemment, en février 2025, le musicien anti-guerre Vadim Strelikin serait tombé du 10e étage de son appartement à Saint-Pétersbourg lors d'une visite des services de sécurité. Les enquêteurs ont ouvert une affaire pénale soupçonnant un jeu déloyal. Ce ne sont pas des cas isolés, ils font partie d'un schéma établi de violence orchestrée sur ordre de Poutine. Souvent sous les yeux du monde entier et parfois à l'étranger. Ce qui importe, ce n'est pas qu'une personne ait été tuée, mais où et quand cela s'est produit. Le but est toujours de rappeler aux autres l'influence du président russe et le caractère définitif de sa décision. Cet instinct meurtrier anime désormais les campagnes contre Zelensky. Je soupçonne vraiment que la rancune n'est pas propre à Poutine. Comme je l'ai déjà dit, Iosif Zelenovic n'oubliait jamais la moindre offense. Et Pierre le Grand torturait personnellement ses offenseurs. Donc ceux qui ne plaisaient pas trop à Ivan le Terrible devaient mourir dans la souffrance. Peut-être que nous nous sommes ramollis en Occident avec nos jacuzzis et nos filets mignons, mais pendant près de 6000 ans d'histoire humaine, tous ceux qui voulaient ou obtenaient le pouvoir agissaient ainsi pour le conserver. Poutine est, à mon avis, l'un des personnages les plus ignobles, mais est-il littéralement meilleur d'un quart de millimètre que le salaud Khrouchtchev qui demandait à Staline d'augmenter le quota d'arrestation et d'exécution de l'intelligentsia ukrainienne, et d'un quart de micron pire que, ou peut-être pas d'ailleurs, Dzerzhinsky, Malenkov, Bulganin, Sverdlov et d'autres Trotsky. D'ailleurs, Trotsky était un salaud exceptionnel. À Kronstadt, quand il a réprimé ce qu'on appelait la révolte, tout ce qu'il voulait, c'était plus d'autonomie, plus de droits, plus de démocratie, pour laquelle il s'était battu. Par exemple, il a fait fusiller la majorité de la garnison et de la population civile, pour laquelle, soi-disant, les bolcheviks avaient fait la révolution. Et vous, peut-être pensez-vous qu'Obama était meilleur ? La CIA a aussi participé à la falsification d'une autre élection contre le président Trump. Nous savons ce qu'ils ont fait avec l'ordinateur portable de Hunter Biden et comment ils y ont contribué. Mais maintenant, nous l'avons.
Le nouveau directeur de la CIA, John Radcliffe, nous l'explique aujourd'hui. Le monde entier peut maintenant voir la vérité. Brennan, Clapper et Comey ont manipulé les agents du renseignement. Ils continuent à nuire à Trump. Le trio mentionné, les chefs de la CIA, du FBI et du renseignement national, a créé un centre de désinformation dans le but d'arrêter la politique de Trump lors de son premier mandat, donc Trump 45, et d'empêcher sa réélection. Et tout l'État profond travaillait là-dessus, parfaitement, magnifiquement, mieux qu'eux, parce que c'était vraiment nécessaire. Maintenant. Merci aux agents de carrière de la CIA qui merci. Ce rapport a été rédigé par des employés de la CIA qui ont mené l'enquête et rendu public les faits. Brennan, vous vous en souvenez? L'un des pires, qui disait que l'ordinateur portable de Hunter Biden était russe. Cette déclaration contient des allégations non vérifiées sur la désinformation russe, la CIA et l'administration Obama sans preuve à l'appui. Obama était au courant de la situation en 2016 et nous en a parlé. Nous avons également un document qui le prouve. Donc, cela vient de la CIA, une note du directeur John Radcliffe et du directeur adjoint avec un message au directeur sur ce qui se passe. Il dit « D'accord, directeur ». En mai 2025, le directeur de la CIA, le nouveau directeur John Radcliffe, a chargé la direction de l'analyse de la CIA, appelée direction de l'analyse, de mener un examen des leçons tirées, des procédures et des méthodes analytiques utilisées dans la version la plus secrète de l'évaluation de la communauté du renseignement, appelée la prochaine campagne d'influence de la Russie, visant les élections de 2016. Vous vous souvenez combien on en a parlé ? Après la victoire de Trump, une enquête continue sur la collusion entre Trump et la Russie a été menée. Il y avait même une chanson « Trump-Russie, collusion ». L'examen s'est particulièrement concentré sur le jugement le plus discuté, à savoir que le président Poutine cherchait à aider Trump. Ainsi, en s'appuyant sur les documents de la CIA fournis pour les enquêtes du Congrès, la direction de l'analyse de la CIA a examiné s'il y avait eu des anomalies procédurales ou des faiblesses dans le savoir-faire opérationnel de la CIA qui auraient pu affecter la validité et l'objectivité de ce jugement clé et de l'évaluation globale. C'est-à-dire vérifier si les faits sont véridiques et quelle logique a conduit aux conclusions selon lesquelles Trump et Poutine sont liés par une même corde. Donc, pour comprendre la procédure et... Ainsi, pour comprendre les questions procédurales et professionnelles soulevées dans cette revue, il était nécessaire d'examiner les environnements politiquement chargés et les circonstances uniques qui ont conduit à l'élaboration de ce rapport sur Donald Trump et la Russie. L'évaluation de la communauté du renseignement a eu lieu à la fin de l'année 2016. À cette époque, les représentants du renseignement tenaient des propos contradictoires en public et en privé sur le rôle de la Russie aux États-Unis. Les élections présidentielles ont créé de la confusion quant à l'évaluation réelle de la communauté du renseignement. En effet, les gens avaient des avis divergents. Ces messages contradictoires ont poussé le président Obama, encore en fonction à l'époque, à charger le directeur du renseignement national, James Clapper, le 6 décembre, de faire la lumière sur la situation. Ils doivent examiner en profondeur les renseignements disponibles et fournir leur meilleure évaluation concernant la Russie. Devine ce qui s'est passé avant le 6 décembre. Trump a viré, tu te souviens? C'est pour ça qu'Obama, oh mince, ils vont venir ici. Alors, comment pouvons-nous annuler cela? La Russie a donné ça à Trump et nous pourrons le destituer et gâcher son premier mandat avec une fausse procédure de destitution. Cependant, avant même le début de l'évaluation de la fuite, les médias ont suggéré que le renseignement était déjà parvenu à des conclusions définitives, créant un effet d'ancrage. Poutine a clairement volé l'élection, personne ne pouvait battre Hillary. Les Russes ont piraté ses emails pour y arriver. Le 9 décembre, le Washington Post et le New York Times. Et voilà qu'Obama sort le 6, il ordonne à son sbire Clapper dans le renseignement national de faire avancer cette affaire. Ensuite, tous deux ont reçu des fuites. Selon des rapports, les services de renseignement concluent avec une grande certitude que la Russie est intervenue pour aider Donald Trump à gagner. Ils ont été les premiers à nier les résultats électoraux. Ne les laissez pas s'en tirer à bon compte. Selon un responsable américain anonyme cité par le Washington Post, la communauté du renseignement est unanime. Vladimir Poutine a aidé Donald Trump à gagner les élections. Il n'y a aucune preuve de cela et il provoque un conflit avec une puissance nucléaire qui n'est même pas réelle. Passons maintenant aux questions de procédure. L'examen du parquet de district. Ainsi, l'examen de la direction de la CIA a révélé de nombreuses anomalies procédurales dans la préparation du faux rapport sur la collusion de Trump avec la Russie. Elles comprenaient des délais de production très serrés. Ils avaient le besoin de frapper Trump avec quelque chose avant sa prise de fonction un mois plus tard. Allô,
Isolement strict pour que personne ne sache ce que font ces petits criminels et implication excessive des dirigeants des agences. C'était crucial pour tous. Cela a mené à des divergences par rapport aux normes établies. Vous plaisantez en élaborant, en coordonnant et en vérifiant une histoire inventée sur Trump. Désormais, ces écarts entravaient les tentatives d'appliquer une technique rigoureuse, surtout à l'évaluation la plus controversée. Et oh, surprise, ils ont découvert qu'il n'y avait pas de fait et que la logique était illogique. Mais le plus important, c'est qu'ils ont découvert qu'il n'y avait ni analyse, ni discussion. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ? Eh bien, normalement, cela prend environ 7, 8 ou 9 mois de travail pour tout un groupe d'analystes. Mais rien de tout cela ne s'est produit du tout. La mission a été reçue. Une semaine plus tard, un rapport était sur le bureau de la direction qui a circulé dans Washington comme une enquête officielle de la CIA. Mais il est intéressant de noter que la personne qui a physiquement tapé ce rapport, comme nous le savons maintenant, n'avait pas accès à ceux qui étaient censés recueillir les informations. Écoutez ceci. La rédaction rapide du rapport pour annuler les élections a réduit la collaboration de l'auteur avec un plus grand nombre de collègues. Maintenant, en ce qui concerne le jugement selon lequel Poutine, selon les citations, il a cherché quelle belle phrase, qu'est-ce que cela signifie ? Il a cherché, d'accord, par exemple, a-t-il aidé ? A-t-il contribué ou ordonné ? C'est pourquoi ils disent que c'était l'un des rapports les plus confidentiels de la CIA. Le point clé ici vient de la CIA. Brennan, le prédécesseur d'Obama et un anti-Trump acharné vu dans tous les médias, qui ne cesse de parler avec Jen Psaki, avait un accès très restreint à cette information. Brennan la garde simplement, la met sous le nez de tout le monde et dit « La voilà, prenez-la ». Un responsable de la CIA a affirmé que l'accès inégal aux informations segmentées entre coordinateurs et relecteurs du rapport a aggravé le chaos existant. Selon lui, certains analystes clés du responsable n'ont pas eu accès aux aspects sociaux controversés de Chris Ier, et les choses progressent rapidement. Pour des raisons de sécurité nationale, ils ne pouvaient ne voir que des parties décontextualisées du brouillon. Ainsi, tous signaient sans même connaître les accusations. Un accès plus large au rapport avant et pendant sa préparation aurait permis des discussions plus approfondies et analytiques, même dans le cercle restreint des employés ayant accès aux secrets les mieux gardés. L'affirmation selon laquelle Poutine cherchait à aider Trump à gagner a suscité une discussion saine et prolongée. Les gens se demandent ce que cela signifie vraiment. Chercher, qu'est-ce que cela veut dire ? Inclure davantage de voix avec plus de temps pour la discussion aurait sans aucun doute précisé et remis en question ce détail. Encore un autre rapport vide d'une agence à 3 lettres, comme le FBI ou la National Security Agency. En 2017, il a été rapporté que la version la plus hautement classifiée de ce rapport avait été transmise à plus de 200 responsables officiels américains. C'est un chiffre exceptionnellement élevé pour un produit aussi étroitement contrôlé. Et cela remet en question la légitimité des restrictions extrêmes d'accès aux principales informations de renseignement au sein de la communauté du renseignement lors de la préparation du rapport. Autrement dit, presque personne à la CIA n'a vu le rapport, ne connaissait pas les faits ni la logique. Pourquoi ? Parce que c'était extrêmement secret. Mais ce rapport classifié a été montré à tous ceux à qui on ne montrait jamais rien. Autrement dit, il s'est soudainement retrouvé non classifié. Ceux qui étaient censés rédiger ce rapport en ont été privés, et ceux à qui il a ensuite été diffusé dans le monde entier, pour eux, il a été déclassifié. Et le plus étrange, c'est que les 3 chefs principaux des services de renseignement américains ont personnellement travaillé dessus. Maintenant, nous savons donc qu'ils ont fait rapport à Obama avec un faux document fabriqué de toutes pièces et qu'il a joué un rôle dirigeant et déterminant dans cette tromperie. Mais... Dans son livre intitulé « Inébranlable », John Brennan ne l'achetait pas. Brennan révèle qu'il a établi les éléments clés du processus avec la Maison-Blanche avant l'implication du Conseil national du renseignement. Ainsi, la CIA de Brennan travaille avec Obama pour falsifier l'histoire, en contournant le Conseil national du renseignement, en affirmant qu'il leur a dit que Theroux prendrait la tête de la rédaction du rapport. Maintenant, c'est notre juridiction. Je suis John Brennan et je dis que notre coordination se limitera à la CIA, au FBI et à la National Security Agency des agences que nous contrôlons, pas eux. Normalement, la plupart s'en occuperaient. Ce n'est pas une situation d'urgence, n'est-ce pas ? C'est après les élections. La Russie a tenté d'influencer les élections que Trump a remportées. Il cherchait clairement à en modifier le résultat. Voilà pourquoi ces écarts par rapport à la procédure standard se sont produits, impliquant uniquement les plus hauts dirigeants.
Tout finira par être révélé. La Director of National Intelligence, la CIA, le FBI, la National Security Agency. Et ils ont tiré une leçon en 2016, c'est pourquoi ils ont changé de stratégie en 2020. Créé le 6 janvier pour servir de nettoyage après les élections ukrainiennes, merde. Ces écarts à la procédure standard ont limité la coordination et la vérification du professionnalisme et ont exclu totalement les agences de renseignement clés du processus. L'examen du rapport, pour l'année 2016, a montré comment les écarts par rapport au processus établi peuvent influencer et affecter l'analyse qualitative. Maintenant, bien que l'évaluation globale ait été jugée fondée, les anomalies procédurales identifiées et les questions de professionnalisme soulignent. Les leçons cruciales pour travailler avec des sujets controversés ou politiquement sensibles consistent à respecter les leçons cruciales établies. Vous parlez des accusations ? Le respect des processus analytiques établis et des règles de travail strictes est nécessaire pour garantir la confiance, l'objectivité et la précision, surtout lorsque la pression du temps, les informations confidentielles et l'attention accrue peuvent compromettre les pratiques standards. C'était une opération menée par les dirigeants des agences dictée par Obama. Ils vont insérer quelques phrases générales ici. Nous allons suivre une méthodologie stricte. C'était une opération de renseignement. Vous venez de l'expliquer. Dans des délais serrés, des évaluations rapides sont souvent nécessaires, mais sacrifier la précision pour la rapidité crée un problème de confiance. Nous avons besoin de plus de temps. Alors la prochaine fois que vous essayerez de voler les élections, prenez votre temps, d'accord ? L'accès inégal aux informations classifiées complique également la tâche. Partagez vos dossiers de fichiers sur le disque avec vos collègues pour qu'ils puissent y accéder. Vous savez, sinon personne ne saura quand vous essayez de truquer les élections ensemble. L'implication des directeurs d'agence et une ingérence excessive peuvent intimider les analystes dans le processus électoral. Alors, la prochaine fois que vous envisagez de voler les élections, veuillez assurer un processus plus transparent. D'accord. Les niveaux de confiance et l'analyse alternative sont également abordés. Ils mentionnent réaliser régulièrement des revues internes d'après-guerre. Ce sont des outils cruciaux pour comprendre comment agir. La CIA s'appuiera sur ces enseignements pour continuer d'avancer. La CIA a pris plusieurs mesures en prévision de l'année 2024 pour minimiser ou éviter les problèmes auxquels elle a été confrontée en 2016. Nous avons transmis des attentes claires et des directives. Messieurs, tout est clair, n'est-ce pas ? On nous a menti, manipulé, réduit au silence, mais ils n'ont pas réussi. En novembre 2024, nous avons percé. Ils n'ont pas réussi à organiser une seconde fois ce qu'ils avaient organisé en 2020. Ils n'ont pas réussi parce que nous avons percé. Je ne sais pas si on peut punir pour tout ça, ou si tout cela est couvert par diverses choses. Avec de fausses autorisations, des missions, ou peut-être que ces gens ont déjà reçu tout cela depuis longtemps, ou pardon, de Joe Biden. Ces salauds s'en sortiront indemnes. J'espère que non, et j'espère qu'un jour nous verrons Barack Obama avec les Clinton et les accusés. Mais le plus important, c'est que nous nettoyons ce cauchemar. L'un après l'autre, des crimes sont révélés. Contre qui ? Contre vous et moi. Et aujourd'hui, le général Flynn a dit à Trump, tu as fait passer ton projet de loi au Sénat et au Congrès. Maintenant, il est temps de s'attaquer à l'État profond. Il est temps de ne plus simplement les arracher, mais de les déraciner complètement. Avec l'adoption du grand projet de loi de Trump, beaucoup appellent maintenant à frapper l'État profond. Hier soir, je vous ai raconté comment le chef de la CIA a partagé un nouveau rapport prouvant que l'ancien président Obama, Clapper, Comey et Brennan ont utilisé leur pouvoir pour attaquer le président Trump. Écoutez ce que le général Michael Flynn a dit sur les conseils qu'il donnerait au président Trump maintenant que la grande et belle loi a été adoptée. Que faut-il faire ici ? Je rassemblerai mon équipe, ses proches et conseillers personnels de confiance qu'il a. Et je dirais quelque chose comme, écoutez, nous venons tout juste d'anéantir le programme nucléaire iranien et de les repousser de 10 ans. Disons, je veux que cette équipe anéantisse l'État profond, tout comme nous venons de le faire avec le programme nucléaire iranien. Mais que ce soit pour toujours. C'est pourquoi nous devons maintenant trouver des idées pour fermer massivement, vous savez, des agences, des organisations, peut-être même des départements entiers, et nous débarrasser de beaucoup de gens. Et nous devons aussi, je demanderai à mon procureur général et au directeur du renseignement national de collaborer étroitement. Je demanderai à ces deux personnes de venir me voir avec un plan, voilà ce que je veux dire.
je leur donnerai probablement, disons, 72 heures. Et je dirais, je veux un plan d'enquête, ensuite je veux voir une inculpation et je veux voir certaines personnes interrogées tout de suite. C'est une lutte entre le bien et le mal. Nous comprendrons mieux. Nous devons comprendre dès maintenant que si nous ne recueillons pas les preuves, si nous ne prenons pas en compte les informations que nous recevons, le peuple américain se retrouve là, comme moi. Actuellement, nous vous demandons, Monsieur le Président, agissez s'il vous plaît. D'accord. Alors, le général Michael Flynn, ancien chef de la sécurité nationale sous Obama, emprisonné à cause de l'affaire Rochaguet et de la loi Logan, parle maintenant lorsqu'il s'entretient avec le président Trump après la signature d'un grand et beau projet de loi. Il est maintenant temps de porter un coup à l'État profond, de le fermer définitivement, de traduire les gens en justice, de porter des accusations, d'arrêter des personnes. Et il dit « Je donnerai à Pam Bondi 72 heures pour lancer cela et le terminer. » Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Monsieur, je pense que c'est génial. Je dis allons-y, finissons cette affaire. Ils ont détruit le pays et il est temps de reprendre notre pays et de mettre ces criminels en prison. La conversation porte sur ce que nous espérons tous qui va se produire, ce que nous attendons. Des crimes ont été commis. Nous savons qui les a commis, nous savons pourquoi. Nous savons que tout ce qu'ils disaient et faisaient était un mensonge. Et qu'ils savaient que c'était un mensonge et une falsification. Ce n'est pas qu'ils étaient donc naïfs ou quoi que ce soit. Ils savaient que c'était un mensonge et une falsification. Ils ont empêché l'Amérique de se développer pendant 4 ans, et maintenant ils essaient de faire la même chose. Il s'agit d'enquêtes, de faits présentés dans le bon ordre, et de ce que nous appelons chez nous. Voici le 4 juillet, Donald Trump signe un projet de loi qu'il appelle le Big Beautiful Bill, le grand et magnifique projet de loi. Et messieurs, en tout cas, une nouvelle ère de l'Amérique commence. Elle a bien sûr commencé le jour des élections, mais maintenant, puis elle a encore changé quand Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche le 20 janvier. Voici maintenant le 3e événement historique. Nous commençons à réaliser tous ces plans dont nous rêvions. Ce ne sont pas les bolcheviks, c'est nous avec vous. Et nous ne sommes ni des mencheviks, ni des bolcheviks. Nous sommes simplement des gens qui veulent qu'on ne nous détruise pas, qu'on ne nous mente pas, et que nous ayons la possibilité d'atteindre le bonheur que nous désirons par les moyens que nous choisissons. En même temps, nous nous engageons à faire de notre mieux pour ne pas empêcher notre voisin de faire la même chose. Au revoir. Sous-titre réalisé par...